Et voici le sommaire de ce 19 octobre. La fin de la production des voitures thermiques est programmée pour 2035 en Europe, mais au mondial de l'automobile, tous les constructeurs affichent des objectifs plus ambitieux. La mobilité tout électrique est-elle forcément une bonne idée? L'Europe est-elle en train d'offrir son marché aux marques chinoises? On en débat dans une minute. Sommes-nous entrés dans le troisième âge nucléaire, une nouvelle ère de rhétorique désinhibée comme en Russie et de course à la bombe comme en Corée du Nord? Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Les États-Unis doivent prendre conscience que ce n'est pas du chantage, mais la réalité. Kim Jong-un menace, l'Iran veut aussi sa bombe nucléaire et la menace d'armes tactiques utilisées contre l'Ukraine enfle. Pour faire la part entre peur légitime et gesticulation, ne ratez pas l'analyse de nos experts sur ce thème tout à l'heure. Mais d'abord donc cette voiture électrique lancée à pleine vitesse sur nos routes européennes. Au volant, Fabien Recker. Renault dévoile sa nouvelle 4L 100% électrique. Les voitures électriques sont les stars du salon de l'automobile où le chef de l'État a rappelé les objectifs de la France. Produire 2 millions de véhicules électriques par an en 2030 et 100% de voitures électriques en 2035. Il y a 5 ans, on en parlait hier avec les constructeurs, 1% du marché des ventes, c'était l'électrique. Aujourd'hui, c'est 10%. On a multiplié par 10 en 5 ans. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce quinquennat, on soit à 30% du marché des ventes, donc en flux. Pour inciter les Français à passer à l'électrique, le gouvernement poursuit le déploiement des bornes de rechargement. Le pays en compte 1 100 000 et en construit chaque mois 3 000 supplémentaires, selon Emmanuel Macron. Le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique passe de 6 à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes. Le prix de l'électrique reste un obstacle de taille. Aujourd'hui, une voiture électrique coûte beaucoup plus cher qu'une thermique. Les foyers qui seront éligibles à cette augmentation de la prime n'auront de toute manière pas les moyens d'acheter une voiture électrique neuve. Donc je vois ça plutôt comme un effet d'annonce. Et j'ai du mal à imaginer que ça puisse booster les ventes de voitures électriques. Pour moi, il faut vraiment que le produit soit abordable et compétent technologiquement pour qu'il y ait un vrai boost au niveau des voitures électriques et des ventes. Pour cela, il faut notamment faire baisser le prix des batteries. La France comptera bientôt 3 usines de fabrication de batteries dans les Hauts-de-France. L'ambition du gouvernement, créer une filière 100% française face à la concurrence asiatique. Le premier débat de ce Sens Public avec Daniel Attias, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeur à Centrale Supélec, Université Paris-Saclay, et vous publiez, auteur de La Révolution de l'automobile vers un nouveau paradigme de l'électromobilité aux éditions Springer. Mathieu Flonneau, bonsoir, bienvenue. Vous êtes historien des mobilités, enseignant-chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre livre En tous sens, circuler, partager, sécuriser, une histoire des équipements de la route, publié aux éditions Loubatière. Frédéric Danhé, bonsoir. Bienvenue, journaliste spécialiste des questions d'environnement. Alors vous publiez, je vais choisir Rencontre avec les écolos remarquables de Delachaux, chez Delachaux et Niestlé. Voilà, il y a bien une histoire de mobilité parmi ces écolos remarquables. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, bonsoir. Bonsoir. Mathieu, je rappelle ce chiffre, alors il est un peu plus élevé que celui donné par le président de la République lorsqu'il était au Mondial de l'Auto lundi. 12,7% des voitures vendues en France en 2022 sont des véhicules électriques et effectivement c'était 1% en 2017. Daniel Attias, il se trouve que j'y étais ce début de semaine au Mondial de l'Auto. C'est frappant parce que tous les constructeurs communiquent, basculent vers l'électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transition, elle est engagée, elle est inéluctable aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je pense que la transition est absolument inéluctable, mais pas seulement pour la France, pour les Européens, pour le reste du monde. Elle est engagée déjà depuis un moment, en fait. Mais on en a plus la conscience aujourd'hui, parce que ce mondial, qu'on n'avait pas revu depuis 4 ans, donc oui. C'est un retour quand même. Il est très spectaculaire, parce qu'on est dans le tout électrique. Alors, les Français, on est quand même relativement prêts, pour l'instant. En tout cas, les plateformes thermiques, diesel, etc., c'est terminé, c'est derrière nous, c'est clair. On est effectivement dans la voie tracée de l'électrique. Alors on verra, c'est pas simple, parce qu'il y a quand même des défis industriels. C'est pour ça qu'on a organisé ce débat. Énergétiques, de taille, mais je pense que la voie est tracée, c'est clair. Et il y a beaucoup de constructeurs chinois au Mondial de l'Auto aussi. On y viendra. C'est évidemment pas un hasard. Oui. Mathieu Flonneau, est-ce que avant, évidemment, le point de départ, c'est cette décision dont on a beaucoup parlé de l'Union européenne, donc interdire la vente et la production de véhicules thermique à partir de 2035. Ça veut dire qu'on ne pourra plus acheter de véhicules neufs à mobilité électrique. Est-ce qu'on a mesuré toutes les conséquences de cette décision ? Je pense très clairement que non.
C'est-à-dire que ce mondial n'est pas si spectaculaire que cela. Ce mondial intervient dans un moment de crise grave de la filière automobile. La robustesse du système électrique et du nouveau régime routier, elle est encore à prouver. Il y a énormément d'hypothèques sur précisément le prix de la nouvelle énergie qui sera disponible. Les Chinois, vous l'avez dit, perçoivent ce mondial aussi comme une forme de tapis rouge. Cela a été dit par Carlos Tavares. Il y a d'énormes tensions dans la filière. Tavares, le patron de Stellantis. Oui, qui parle vrai sur le sujet et qui dit bien qu'effectivement, il ne faudra pas aussi, dans quelques années, revenir en arrière en disant « Vous, les constructeurs, vous avez fait des mauvais choix ». Donc, il y a énormément d'hypothèques autour d'une transition dont les coûts, en tout cas, ont été largement sous-estimés et on aura l'occasion d'y revenir très probablement. Frédéric Dorier, est-ce qu'on a le choix? Si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'on a un autre choix que celui de basculer vers, finalement, la mobilité? Parce que c'est pas seulement la voiture, la mobilité électrique. Sans doute pas à terme, non. Après, dans l'état actuel des choses, je rejoins ce que vous venez de dire, la voiture électrique n'est pas écologique. La voiture électrique émet pas moins de CO2 qu'un véhicule diesel, parce que c'est produit à l'étranger, donc c'est pas produit en France, parce que dans le monde, là où les véhicules électriques roulent, l'électricité est produite à partir de charbon. Donc pour l'instant, c'est pas du tout une solution. Ça pourrait le devenir si ces véhicules électriques étaient produits en France, si ces véhicules électriques étaient beaucoup moins lourds beaucoup moins lourds que les véhicules électriques d'aujourd'hui, qui reprennent le même travers que les véhicules diesel, c'est-à-dire qu'on pourrait aujourd'hui rouler dans des toutes petites voitures compte tenu des améliorations technologiques, et en fait on se retrouve avec des véhicules de plus en plus gros, de plus en plus lourds, a fortiori avec des véhicules électriques qui, pour avaler leur dette carbone, doivent rouler à laisser 15 000 km en plus qu'un véhicule diesel quand c'est une petite voiture type Zoé, mais quand c'est un véhicule électrique moyen très lourd qui peut faire jusqu'à 2,5 tonnes, c'est au moins 100 000 km. Donc pour l'instant, on n'y est pas du tout. Mais alors, pas du tout. Peut-être qu'on y sera demain. Et si on y est demain en termes de production, se posera la question de l'origine de l'électricité. Et là, comme la transition énergétique, c'est une vaste blague en France, comment va-t-on produire l'électricité de façon verte dans 10 ans ? J'en sais rien. Évidemment, si on roule à l'électrique, il faut mieux que ce soit de l'électrique qui soit, on va dire, un mix énergétique nucléaire renouvelable que des centrales à charbon. Mais si et seulement si, on a modifié notre usage de la voiture. Alors ça, on va en parler, parce que c'est toute la civilisation de la voiture, finalement, qui est en question. Et c'est pour ça que ce débat est passionnant. Je rappelle donc cet objectif 2035. Mathieu, est-ce qu'il est tenable pour vous, cet objectif? Peut-être qu'il faut revenir à l'origine de la décision. Oui, parce que si la décision a été votée en juin dernier par le Parlement et puis approuvée par le Conseil des ministres de l'Union européenne, dans la foulée, ça venait clore quand même un très long feuilleton dont on peut puiser les origines en 2015 avec le fameux Dieselgate. Vous vous souvenez de ce scandale qui avait révélé le système de trucage de la mesure des émissions de moteurs diesel par la marque allemande Volkswagen. C'est à ce moment, en fait, que l'opinion publique et qu'une certaine partie des politiques, pas forcément en France, pas forcément dans toute l'Europe, mais dans certains pays d'Europe, ont vraiment été sensibilisés à la question de la qualité de l'air, y compris et surtout dans les centres-villes, à la responsabilité des automobiles sur cette qualité de l'air. Et donc, certains pays, certaines villes ont commencé à légiférer un peu chacun dans leur coin, à prendre des mesures pour interdire ici ou là l'usage des voitures thermiques. Et le débat était long, 7 ans quand même, entre la révélation du scandale et la mesure, parce que les intérêts nationaux, évidemment, ils divergeaient entre les pays constructeurs d'automobiles comme la France et puis les autres qui étaient déjà passés à d'autres systèmes de mobilité ou qui avaient une industrie automobile moins forte. Mais le paradoxe, c'est qu'un certain nombre de politiques aujourd'hui, y compris au gouvernement, se demandent si on n'est pas allé en fait un peu vite en besogne pendant ces 7 ans. Pourquoi ? Parce que cette décision, on en a commencé à en toucher un peu, pose des questions qui n'ont pas encore été résolues. Tout simplement, c'est une décision qui a été prise un peu, parfois sans étude d'impact, parfois a priori, sans imaginer ce que sera l'après. Alors pour le climat et la qualité de l'air, on peut se dire que c'est bon, même si Frédéric nous dit que ça ne sera pas bon tout de suite. Ça dépend du poids de la voiture et de sa durée. Mais c'est moins évident pour le consommateur, parce que les voitures électriques, vous l'avez dit, sont chères, très chères même, et que même les primes conséquentes ne font pas baisser l'addition au niveau des voitures thermiques. Par ailleurs, il y a quand même des trucs, tous les propriétaires, enfin parmi les propriétaires de voitures, il y en a beaucoup qui financent l'achat de la nouvelle par la revente de la précédente. En tout cas, là, ça ne sera pas possible, puisque qui va racheter des voitures thermiques ? Personne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les ruraux ? Pas si sûr non plus, parce que la voiture électrique, compte tenu de son développement actuel, de son autonomie, c'est parfait pour les villes. Pour les campagnes, est-ce qu'il y aura assez de bornes partout ? Alors on a vu que dans votre reportage, ça se construisait, mais c'est encore une autre question. Pour les salariés, il y a un risque quand même évident sur l'emploi, que vont devenir les salariés de l'industrie automobile, sous-traitants compris.
Là, est-ce qu'il y a une étude d'impact réelle, sérieuse qui a été faite ? Est-ce qu'on sait, voilà, on connaît que les plateformes en plus de construction de voitures électriques sont moins consommatrices de main-d'œuvre que les voitures thermiques. Pour les industriels français aussi, vous l'avez dit, parce que beaucoup, alors déjà, c'est quand même, on les a flingués, beaucoup avaient misé sur une technologie hybride. Pas de peau, les hybrides, c'est interdit, comme les thermiques à partir de 2035. C'est un choix qui aurait pu être interrogé aussi, mais la France a perdu sur ce point. Et donc, du coup, ils vont subir de plein fouet. Ceux qui ont la technologie, c'est les Chinois. Et pour le coup, ils étaient très mauvais en voiture thermique, très mauvais en voiture hybride, parce qu'ils polluaient beaucoup. Et puis, enfin, il y a pour l'État aussi. Quid des recettes fiscales liées au carburant ? C'est une vraie question. C'est pas rien, c'est pas une bagatelle, c'est 45 milliards d'euros aujourd'hui à peu près les recettes fiscales des carburants. Est-ce que tout ça cache une future taxe sur la consommation électrique des voitures ? Si c'est le cas, il faut le dire, parce qu'on aurait peut-être pu en discuter avant. Et puis enfin, la facture énergétique, Frédéric en a touché un mot. Bref, il reste 13 ans pour avancer, pour essayer de tenter de répondre à ces questions. Et pour le coup, ces 13 ans, ça paraît un délai bien court. Les 7 ans, c'était peut-être un peu long, mais les 13 ans, c'est un délai un peu court. Daniel Attias, tiens, je vais démarrer sur les bornes électriques. Allez, parce qu'il y a plein de fils à tirer là, dans ce débat. Est-ce que ça construit, le maillage progresse, mais est-ce qu'on est toujours en retard par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés ? Un petit peu. Oui, c'est très insuffisant. C'est très insuffisant, surtout dans les centres urbains. Parce que finalement, on en a beaucoup sur les autoroutes. Il ne faut pas négliger aussi que les constructeurs ont fait, je pense à Tesla, le choix d'implanter ses propres bornes. Alors là, il y en a partout, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on n'a pas une Tesla, qu'on a une voiture, une petite citadine électrique ou une voiture un peu plus conséquente, ça devient plus compliqué dans les centres urbains. Moi, j'ai moi-même une voiture électrique, c'est très difficile. Les parkings sont peu équipés. Pour des voitures électriques, il y a très peu de place. On a 3, 4, 5 places, ce qui est absolument ridicule. Dans les villes, il n'y en a pas. Pratiquement pas. Et nous n'avons pas encore imposé aux syndics de copropriété des bornes dans chaque immeuble. Je vous interroge juste une question sur la Tesla, parce que moi je ne suis pas du tout un spécialiste. Oui. Il n'y a pas une norme des chargeurs ? Ça va faire comme pour les téléphones portables, chacun part dans son coin, chaque marque a son chargeur ? Là vous avez raison, parce que quand on parle de bornes, il faut parler des bornes lentes ou rapides. Alors il se trouve que Tesla a mis en place pratiquement partout des bornes très rapides. Et en fait, c'est vrai que quand vous arrivez à charger en 18 minutes... pour environ 500-600 km, on va dire 500 en moyenne. Mais ça marche avec une voiture d'une autre marque, ces bornes ou pas ? Non, pas vraiment. Ah d'accord, c'est la question de Mathieu, elle est justifiée. On est sur un constructeur qui a effectivement mis en place ses propres bornes. Et l'Union européenne, dans 20 ans, dira on peut peut-être harmoniser les chargeurs comme elle l'a fait pour les téléphones mobiles. Alors, je pense qu'on va le faire. Il y a une discussion en cours qui est claire parce que ça crée des inégalités, ça crée des accès effectivement à l'électricité qui n'est pas égal. C'est tout à fait vrai. Mais puisqu'on parle finalement de la capacité de recharge, est-ce que le réseau RTE, c'est-à-dire le réseau de transport d'électricité, est-ce qu'il est adapté ? Il faut imaginons on est en 2035, on a tous, enfin pas tous, parce qu'il y aura des gens qui pourront continuer de rouler là, avec leur vieux modèle thermique, mais il y a des millions de voitures électriques en France, on va tous recharger entre 18h et 20h, quoi, grosso modo, quand on rentre du bureau. On tient la charge ou pas ? Non, parce que ça augmentera les pics de consommation. Et qu'est-ce qu'il y aura derrière pour soutenir ces pics ? Si demain, en plus, on a des moyens de production, certes très verts, mais très intermittents. Si demain, on n'a pas des moyens lourds comme les centrales nucléaires, et si tout le monde vient recharger en même temps sur des bornes de recharge rapide, j'y crois pas beaucoup, qui va pouvoir soutenir cette hausse de la tension ? C'est forcément des moyens de production qu'on peut mettre en marche très rapidement, c'est du gaz et du charbon. Après, on touche bien là notre imaginaire. Pourquoi demain on irait recharger la voiture aussi vite qu'on va faire le plein d'essence ? En fait, la question est là. Si demain, on accepte de recharger sa voiture pendant qu'on dort, c'est-à-dire à la maison, là, le réseau peut soutenir. Mais si demain, on prétend charger l'équivalent d'un plein d'essence, ce qui est en termes électriques est gigantesque. Quand on fait un plein d'essence, c'est l'équivalent d'1,5 tonne à 2 tonnes de batterie qu'on va mettre dans son moteur en moins de 8 minutes. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Et puis en plus, ça coûterait très cher. Déjà, sur les bornes qui existent, les bornes à recharge très rapide, le coût de l'électricité pour avaler le coût de la mise en place de cette borne de recharge rapide est 4 fois supérieur au coût de l'électricité que vous chargez. Alors, ce qui existe déjà, il y a la technologie qui permet d'avoir des bornes électriques qui vont permettre aux voitures de redistribuer ce qui reste sur leur batterie au réseau, effectivement, en arrivant, en rentrant du bureau. Et en revanche, elles seront chargées avec une intelligence... C'est ce que permet l'INKI. Et elles seront chargées entre 2h et 4h du matin quand tout le monde est en train de dormir. Je parlais de choix de société. Mathieu Flonneau, est-ce que finalement le fait de passer au tout électrique, c'est pas une façon de garder
Ce qui est notre modèle de société, c'est-à-dire le modèle de société construit autour de la voiture depuis des décennies, pour ne pas dire plus. Alors, votre question appelle plusieurs réponses. D'abord, on ne changera pas un système contre un autre, c'est une évidence. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire s'oriente vers une mobilité dégradée. Il faut l'annoncer. Mobilité dégradée et plus chère, première chose. Deuxième chose, quand même, dans la continuité historique que vous venez de soulever, et puis les enjeux énergétiques, une partie d'un pays qui n'est pas totalement sous-développé aux États-Unis d'Amérique, la Californie, vient de restreindre les charges aux heures de pointe. Donc, alors que le réseau n'est pas sollicité par un 100% électrique pour le moment aux États-Unis d'Amérique. Donc, énormément d'hypothèques. J'entends bien ce qui se dit sur Tesla, c'est l'anti-modèle. L'anti-modèle, précisément, de ce vers quoi l'on cherche à accéder, c'est-à-dire une mobilité généralisée, ouverte, très largement popularisée et démocratique. Je veux dire par là que Tesla est anti-républicain, dans le sens où l'enjeu, c'est vraiment cette chose publique qu'il s'agit de nourrir d'une mobilité qui soit accessible à chacun, y compris aux ruraux. Or, les superchargeurs Tesla sont dans la France utile, dans la France des corridors, dans la France très fréquentée des mégapoles. En aucun cas, le reste du territoire n'intéresse. Est-ce que c'est cela, le contrat républicain de la mobilité du 21e siècle, que le président Macron, avec énergie, enthousiasme au mondial, et il fait ce qu'il peut finalement. Mais est-ce que c'est cela que l'on propose véritablement aux Français? Je pense que là, il y a quand même un problème de conscience politique et géopolitique qu'il faudrait élargir et ne plus raisonner comme un poisson rouge ou une grenouille verte. Oui, alors il n'y a pas que Tesla, il y a aussi, des grands opérateurs français, enfin par exemple de marques de l'agroalimentaire qui décident d'implanter des bornes sur les parkings de ces supermarchés. Enfin voilà, bon, on va pas citer la marque, mais il y a beaucoup d'initiatives quand même pour essayer de démocratiser un peu l'accès à l'électricité et aux bornes électriques. Bien sûr, on en Israël, on a commencé en disant qu'on avait pris du retard. Ce modèle de société, moi j'aimerais bien vous entendre tous les deux aussi là-dessus. La décision européenne, finalement, c'est une façon de prolonger le modèle du tout auto, et qui nous plaît à nous, automobilistes. S'il est là, ce modèle, c'est peut-être parce qu'il nous plaît. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je ne suis pas si sûre de ça. Non. D'abord, plusieurs choses. On a une offre aujourd'hui de véhicules électriques qui part de la petite citadine à des SUV, des grosses berlines, etc. Dans une certaine mesure, je reprends la phrase de Montebourg que je trouvais sympathique, on va peut-être vers la voiture populaire propre. C'est pas impossible. Tous les constructeurs européens sont en train de construire une voiture populaire, propre, écologique. Alors aujourd'hui, elle est effectivement un peu chère chez nous. Elle est encore à 17 000 € avec le bonus déduit. Donc c'est beaucoup. À mon avis, elle peut se vendre beaucoup moins cher dans les années à venir. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est aujourd'hui qui achète des voitures électriques. Parce que pour la plupart, de ce qu'on connaît, je parle de voitures neuves, c'est principalement les flottes d'entreprises, pour pas loin de 30% du marché, c'est pas rien. Et ça veut dire que là, quand vous avez une voiture électrique, vous la rechargez toute la journée au bureau, dans le parking de l'entreprise, on est d'accord. Et puis les autres, c'est qui? Alors il faut savoir que qui achète aujourd'hui les voitures neuves? C'est principalement les gens de 50, 60 ans. Souvent des gens qui ne sont plus dans la relation domicile-travail que nous connaissons. Alors, qu'est-ce qui change? C'est tous ces modèles-là. Les moyens aussi, accessoirement, on revient à la question du prix. Alors, on est dans une difficulté à court terme, en tout cas. C'est que le marché de l'occasion, concernant l'électrique, est malheureusement très pauvre aujourd'hui. On est d'accord? Puis les gens ne vont pas acheter les dernières électriques qui ont 2-3 ans parce qu'elles sont déjà plus performantes. Donc, on cherche du meilleur, on cherche du plus performant. Le modèle, oui, je crois qu'il est en train de changer. Moi, je crois. Je crois d'abord parce qu'il y a véritablement une offre de mobilité extraordinaire, qu'elle soit publique ou privée. Il y a il y a beaucoup d'offres dans les mégapoles, partout ailleurs. Dans la campagne, dans les 6 zones plus rurales, vous avez quand même beaucoup aujourd'hui de nouveaux modes, des modes de covoiturage, des modes d'autopartage. Je pense qu'aujourd'hui... Oui, ils sont encore un peu... Alors, je ne dis pas que c'est généralisé. Pour ne pas dire balbutiant. Non, c'est sûr. Mais ce que peut apporter l'électrique, alors ça, moi j'ai travaillé sur l'usage des batteries, ça peut être intéressant à relever, parce qu'aux États-Unis, on a des expérimentations très intéressantes sur ce qu'on appelle les smart grids, c'est-à-dire qu'on va utiliser notre batterie le soir, si elle est pleine, eh bien tout simplement, éventuellement, pour du chauffage, pour de l'eau chaude, mais on peut aussi la céder à son voisin. On peut imaginer que ce ne soit pas moi, usager, qui l'utilise, mais quelqu'un d'autre. Et là, on retrouve peut-être des communautés, des solidarités qu'on avait un peu oubliées. Je veux dire, ça, c'est pas du tout à exclure comme modèle de développement. La batterie de sa voiture? Oui. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que notre batterie n'a pas seulement un usage de véhicule. Ça sera
À mon avis, c'est pour demain, ça. C'est très rapide. C'est déjà quasiment fait dans certains endroits. Alors, on reste sur le cadre qu'elle soit de conçue comme ça, comme telle, facile à retirer, facile à partager. Et qu'elle puisse être utilisable dans des usages domestiques ou autres. Et surtout, céder à quelqu'un d'autre. Mais alors justement, et ça, on reste dans ce modèle, parce que vous nous dites, OK, les voitures électriques, grosso modo, sauf si on les utilise très longtemps et qu'elles ne pèsent pas trop lourd, elles ont un bilan carbone qui est pas suffisant. Mais les voitures thermiques, c'est pas non plus une solution de les garder. Donc, c'est quoi le modèle, quoi? Est-ce qu'on arrête, on interdit la voiture dans les centres-villes, point barre, ou alors on la partage, parce qu'il y a aussi ça, passer de la possession d'une voiture à l'usage, donc le fait de la partager. Une voiture émet d'autant moins de cochonneries dans l'air et utilise d'autant moins la voirie qu'elle est utilisée plus souvent par un plus grand nombre de gens. C'est pour ça qu'un taxi, c'est pour ça qu'une voiture de location, c'est pour ça qu'un semi-remorque, au kilomètre transporté, au kilomètre parcouru et au kilo transporté, émet infiniment moins qu'une voiture toute seule, qui globalement, l'essentiel de son temps est au parking. Donc effectivement, c'est un changement d'imaginaire. Avec la voiture électrique, généralisée même dans l'idéal d'un réseau qui est fait pour elle, on ne pourra plus faire la même chose que l'on fait avec une voiture essence. Se posera la question, vous l'avez dit, d'une différence territoriale entre les gens des villes, entre les gens de la campagne. Pourquoi ? Parce que en ville, il va se développer forcément grâce à la densité de population et grâce au budget des villes denses comme Paris, qui est plus importante qu'une commune. On aura plein de bornes partout, et à la campagne, vous n'aurez rien du tout. Or, à la campagne, la même interdiction va se prolonger. Enfin, c'est complètement stupide d'interdire les véhicules diesel en 2035 à la campagne. Parce que ces véhicules sont utilisés longtemps, ces véhicules sont utilisés à un régime moteur suffisant pour que les filtres à particules fonctionnent. C'est pas là où est la pollution. La pollution, elle est en ville. Donc, véhicule électrique en ville, oui. Véhicule à la campagne, franchement, j'en vois pas l'intérêt. Et qui va acheter des véhicules en ville ? Comme Jérôme Fourquet le dit, entre deux villes, c'est la civilisation de la Dacia. La Dacia, ça coûte pas cher. Une voiture électrique, ça coûte très cher. Ça coûte encore ? Peut-être que ça changera, mais ça coûte encore trop cher. Non, mais il y a un deuxième imaginaire qui est à contredire. On achète une voiture pour partir en vacances. La voiture, elle est dimensionnée pour la seule fois où on part en vacances, 3 semaines à l'année. Alors que la voiture, elle devrait être dimensionnée pour le trajet habituel. Pour le trajet habituel, une Zoé suffit. Or, on n'achète pas une voiture électrique pour ça. On achète une voiture électrique pour partir en vacances. Donc, on achète un SUV pour lequel les besoins électriques sont énormes et la prime écologique est... catastrophique. On va parler des villes tout de suite qui évidemment s'emparent, et pas depuis 2 mois, depuis longtemps, de cet enjeu de la mobilité électrique. Mathias Arès, vous pouvez nous rejoindre. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Vous allez nous présenter ce que l'on appelle les ZFE. Absolument, les zones à faible émission, c'est bien ça. Alors ces dispositifs sont institués par l'État depuis 2015. Le principe est simple, il concerne des zones délimitées géographiquement dans lesquelles les véhicules les plus polluants ne peuvent circuler qu'à des horaires restreints. Alors vous allez me dire, comment on catégorise les véhicules les plus polluants ? Eh bien, grâce à la vignette critères. 6 catégories de 0 pour les véhicules électriques, 1 pour les hybrides, les véhicules au gaz ou les essences les plus récents, puis 2, 3, 4 ou 5 pour les diesels construits avant 2000. Alors, quelles agglomérations sont déjà concernées aujourd'hui ? Alors, pour le moment, l'Hexagone compte une dizaine, parmi lesquelles le Grand Paris, Lyon, Rouen, Grenoble ou encore Strasbourg, des villes qui devraient prochainement être rejointes par beaucoup d'autres, puisqu'une loi votée en août 2021 rend obligatoire la mise en place d'une ZFE pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants avant le 31 décembre 2024. Dernière ville en date, Marseille, depuis le 1er septembre dernier, mais qui va bénéficier d'une période de tolérance jusqu'à la fin de l'année. Et c'est important parce que cette transition, elle est souvent mal vécue ou mal comprise. Il y a un enjeu de santé publique ? Eh bien absolument Thomas, puisque selon Santé publique France, on attribuerait 40 000 décès prématurés à une exposition durable aux particules fines. Alors il s'agit donc bien d'une question sérieuse, peut-être pas assez prise au sérieux d'ailleurs dans les plus hautes sphères, puisqu'après une première amende en août 2021, l'État vient d'être à nouveau condamné à une amende, cette fois de 20 millions d'euros. C'est un record pour n'avoir pas fait respecter les normes européennes en matière de qualité de l'air. Alors la plus haute juridiction de notre pays a reconnu des améliorations dans la durée, mais estime que la situation reste fragile ou mauvaise dans plusieurs zones. Merci Mathias pour ces détails donc sur les ZFE, zones à faible émission. Mathieu Flonneau, est-ce que finalement, aujourd'hui, dans l'état du marché de la voiture électrique, ces décisions, ces ZFE, sont pas une machine à interdire les centres-villes aux plus pauvres de nos concitoyens. Et c'est une évidence, et ce qui vient d'être dit, adossé à la discussion qu'on a eue à l'instant sur la sélection du territoire.
incite à réfléchir vraiment sans naïveté au sujet, parce que le mouvement des Gilets jaunes, il est devant nous. C'est-à-dire que cette jacquerie qui était aussi due à des questions routières, on va la voir apparaître très violemment à partir du moment où, théoriquement, les lois qui viennent d'être énoncées interdisent à 70% du parc l'accès à certaines zones du territoire. J'entends bien que les métropoles ont des offres, même avec des effets d'aubaine incroyables, de mobilité. Ce n'est pas le cas des mobilités orphelines, des territoires périphériques de cette France que parfois on ne veut pas voir parce qu'elle vote mal de surcroît. Et donc il y a vraiment un sujet là qui est devant nous. Et j'attire aussi votre attention sur un point, c'est-à-dire que cette soutenabilité, cette robustesse du système électrique, il faut quand même l'envisager en dehors de la voiture particulière. Parce qu'on parle de la culture routière, on parle de la culture du transport routier, on parle des ravitaillements qui étaient indispensables pendant la période Covid. On a mesuré la dépendance. A-t-on bien mesuré, même en temps calme, qui ne reviendront probablement pas, et la guerre en Ukraine est un des événements parmi d'autres qui nous attendent dans les années à venir, on ne reviendra pas à une situation calme, apaisée. Autrement dit, devant toutes ces crises, est-ce que c'est pas un saut dans l'inconnu que de vouloir véritablement, à toute force et légalement, imposer ce système? On n'est pas à l'abri, je pense, du grand refus chez les transporteurs routiers, chez les usagers qui même sont des taxis ou d'autres, pour lesquels l'automobile est un objet de travail. On ne parle pas là d'une possession individuelle de luxe. Sauf qu'à terme, on n'aura pas l'offre, puisque les constructeurs sont tous en train d'y passer, l'offre n'existera pas. Je reste sur la question de ceux qui peuvent se payer finalement une voiture électrique, avec la proposition du président de la République de ces voitures électriques en leasing à 100 € par mois. C'est pas encore proposé, donc ça veut dire que ça ne doit pas être si simple à mettre en place. C'est quoi? C'est l'une des solutions? C'est une des solutions, oui, c'est vrai. Il y a aussi le bonus qui est quand même monté à 7 000 € par véhicule, sur les petits véhicules, parce que sur les gros, c'est interdit. Par exemple, vous achetez une Tesla, vous ne pouvez pas bénéficier d'un bonus pareil. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, je sais pas, je pense qu'en même temps, quand on achète une voiture électrique, il faut raisonner dans le temps. Parce que le raisonnement à court terme est compliqué. L'achat, effectivement, est onéreux, mais ce qu'il faut quand même souligner, et certains constructeurs ne le font pas suffisamment, c'est que l'usage du véhicule, l'utilisation, est en termes de coût quasi nul. Enfin, je veux dire, à l'heure où l'on parle, on raisonne en termes de kilomètres, bien, vous faites quand même un plein, si on peut parler en ces termes-là, de 300-400 km pour à peine 15 ou 20 €. Oui, donc par rapport à la facture... Alors voilà, Mathieu l'évoquait tout à l'heure, la perte de taxes pour l'État, elle est tout sauf anodine. Donc, oui, je pense que l'État va trouver un autre système de taxation. En général, ça ne se fait pas trop de soucis, ils arrivent toujours à rebondir un peu, donc je pense qu'on devrait y arriver à trouver une autre fiscalité. Mais... Après, la question, c'est qu'aujourd'hui, on raisonne avec un bouclier tarifaire concernant effectivement le prix de l'énergie, enfin l'électrique. Qu'est-ce qu'il en sera dans quelques mois, dans quelques temps? Ça, c'est une question quand même. Parce que véritablement, les coûts d'usage sont très peu élevés. Et il faut savoir aussi, parce que ça, c'est le gros problème de la filière, c'est que vous n'avez pas de réparation. Donc les garagistes, les réparateurs, etc. vont se retrouver quand même sans emploi, ou à se reconvertir en faisant autre chose. À part l'usure des pneus, des pneumatiques, moi j'utilise quand même de l'électrique depuis un moment, je vois bien, c'est une voiture qui me coûte quasiment rien. Donc c'est une vraie question. Alors c'est peut-être mal vendu quelque part, c'est-à-dire qu'on raisonne en coût immédiat, qui est à sortir une somme importante, mais il faudrait raisonner sur 5 ou 10 ans, puisqu'une batterie dure environ 10 ans aujourd'hui, en durée de vie. Ça rejoint un peu la démonstration que vous faisiez. Je vous propose juste un extrait d'un rapport de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui date d'il y a quelques jours, rapport du 12 octobre dernier, qui justement comparait voiture électrique, voiture thermique. Sur l'ensemble de sa durée de vie, une voiture électrique roulant en France a un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à celui d'un modèle similaire thermique. Et alors là, on rentre dans les conditions. À condition que sa batterie soit de capacité raisonnable, inférieure à 60 kWh, et avec une batterie de taille supérieure, l'intérêt environnemental n'est pas garanti, donc n'est pas garant, c'est le terme qu'ils employaient. Batterie inférieure à 60 kWh, c'est une Peugeot 208 ou une Renault Mégane, vraiment à son grand maximum. Voilà, c'était pour... En roulant pas vite pour pas trop la solliciter. Donc c'est vraiment une façon de l'utiliser. Oui, il faut presque une pédagogie de la conduite électrique. Il faut apprendre à conduire électrique, c'est pas faux. Allez, il nous reste un peu moins de 10 minutes dans ce débat. Je voudrais vraiment qu'on
puisse consacrer du temps à la question de la souveraineté. C'est vraiment un enjeu majeur aussi autour de cette question du passage au tout électrique, notamment sur les batteries, sur les métaux rares qui servent à les fabriquer. Question évoquée d'ailleurs par le président de la République, c'était au Mondial de l'Auto ce lundi. Il y a 5 ans, quand je disais on va développer l'électrique, on me disait à juste titre, toutes les batteries viennent d'Asie. Maintenant, on a développé 3 gigafactories en France. Maintenant, il faut réussir à ce que ce qui est en amont de ces batteries soit fait en France, sourcé ou sécurisé. Alors il y a certains métaux et terres rares qu'on n'aura pas en totalité sur notre sol. Il faut qu'on les sécurise, qu'on sécurise le sourcing. D'autres, on les a pour qu'on puisse les exploiter et qu'on donne de la visibilité sur le long terme. Il faut qu'on développe aussi le recyclage qui permettra d'améliorer notre souveraineté en la matière. Alors sur les gigafactories, c'est vrai, il y a effectivement une filière des batteries qui est en train de se mettre en place en France et en Europe, mais il reste la question de ces métaux rares, notamment le lithium, c'est ça, Frédéric Danré? C'est le lithium. Il y en a dans le sous-sol français. On a un petit peu à Tréguennec notamment. En extraire. Oui, mais ça ne représentera pas grand-chose. Ouais. Pour l'essentiel aujourd'hui, le lithium, c'est 3 entreprises chinoises, 2 américaines et une chilienne à peu près. Il y a d'énormes mines en Australie, en France, en Europe, on est très pauvre. Le lithium n'est pas un métal rare du tout. Il est abondant dans beaucoup d'endroits du monde. D'accord, c'est pas un métal rare. Non, mais il est mal localisé, donc se pose la question effectivement du recyclage, mais pas du recyclage seulement des batteries, c'est du recyclage de toutes les batteries qu'il y a dans tous nos appareils électriques qui est mal fait. Il faut savoir que recycler du lithium, ça consomme beaucoup d'énergie. Et encore une fois, quand on fait le bilan écologique carbone global, quand on consomme de l'énergie pour aller recycler un matériau, le bilan n'est pas forcément favorable. On va y arriver. Écoute, ça veut dire que même si on essaye de créer une économie circulaire autour de la batterie, on pourra très difficilement récupérer le lithium Non, on peut le récupérer, mais un coût écologique, un coût énergétique est important. Non, ce que je disais simplement, c'est qu'il y a quelques mines de lithium à creuser en France et en Europe, mais ça ne représentera pas grand-chose par rapport aux besoins. Daniel Altias, les Américains viennent d'annoncer des mesures protectionnistes sur les voitures électriques. Oui. Ils peuvent se le permettre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lithium sur leur sol, mais ils ont des partenaires qui peuvent leur en fournir, c'est ça? C'est quoi l'histoire? C'est clair que leur marché n'est pas comparable au nôtre, absolument pas. Et ils peuvent se permettre des mesures protectionnistes. Pour nous, c'est plus complexe quand même. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, eux, ils sont dépendants très largement de la Chine pour un certain nombre de composants et pour évidemment les minerais, ça c'est sûr. Il faut savoir aussi que si on achète aussi du lithium en Chine, c'est parce que le niveau de raffinerie est quand même le meilleur du monde. Donc, c'est pour nous effectivement un sourcing extrêmement intéressant. Mais alors, en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier quand on parle de production, parce que c'est bien, les gigafactories, etc., c'est génial. Mais enfin, on fait quand même tous pratiquement que de l'assemblage. Je veux dire, on ne peut pas parler de production, il faut parler d'assemblage. On assemble des matériaux qu'on va acheter à droite, à gauche, en Corée, en Chine, etc. Les Américains font quasiment pareil. Ils ont très peu d'autonomie de production. Enfin, je veux dire, ils ne vivent pas dans un système autarcique, loin de là. Ceci dit, ils ont un marché qui est gigantesque. Ils ont quelques avances en Californie dans certains États, en particulier sur le véhicule autonome, qu'on connaît, qui aujourd'hui a quand même fait 12 millions de kilomètres, ce qui n'est pas rien. Alors, ils ont quelques niches comme ça, technologiques très avancées, qui leur permettent d'avoir de l'aisance. Mais grosso modo, on est quasiment à égalité. Ils peuvent se permettre effectivement des axes protectionnistes. Nous, je pense que ce serait beaucoup plus difficile. Et on peut imaginer que la batterie de demain ou d'après-demain sera sans lithium, sera avec un nouveau métal, ou c'est impensable? Alors, il y a une technologie concurrente qui est compliquée. Alors moi, je suis en train de m'y intéresser assez fortement. Je sais qu'à EcoCentral, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, c'est l'hydrogène. C'est peut-être à ça auquel vous faisiez. Voilà. Oui, non, parce que vous faisiez peut-être allusion à ça, parce que c'est vrai que les Japonais, qui ne souhaitent surtout pas être dépendants des Chinois, on connaît l'histoire, eux, ils ont mis des milliards sur la table, et c'est le gouvernement qui aide ces constructeurs à mettre un plan hydrogène. L'hydrogène vert, on ne parle pas des hydrogènes gris, bleus, etc. Bon, il y a toutes des nuances à apporter. L'hydrogène vert, c'est vraiment l'hydrogène qui va être réalisé à partir des énergies renouvelables, c'est-à-dire le solaire, le thermique, etc., à partir d'hydrolyse. Et là, il y a une solution alternative. Parce qu'il n'y a plus de problème de batterie. Merci. Enfin, disons différemment, mais en plus petit volume, en plus petite quantité. D'accord ? Donc, on n'est pas dans la batterie unique, comme on a de véhicules électriques classiques. Là, on est sur un autre champ. Bon, il y a d'autres soucis avec l'hydrogène, c'est la taille des réservoirs et leur protection. La lourdeur du véhicule. Pour l'instant, c'est plutôt réservé aux
véhicules utilitaires. En tout cas, c'est l'option prise par les liquide, par exemple. L'option prise par les constructeurs. Donc là, si on est en train de décrire pour que ça fonctionne, il faudrait qu'on achète tous des petites voitures électriques, d'accord, et qu'on accepte de les recharger au milieu de la nuit. Est-ce qu'il y a une alternative? Là, bon, on se dit, de toute façon, la décision européenne a été prise. Les constructeurs, ils y vont tous. Moi, je vois mal comment dans 5 ans, on pourrait leur dire vous faites demi-tour au frein à main pour reprendre une autre direction. Est-ce qu'il y a une alternative pour vous? Non, très probablement pas. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas se bercer de naïveté et puis d'illusions technologiques qui n'apporteront pas des solutions qui sont plutôt dans les usages, en effet. Et là, il y a des progrès à faire, mais ces progrès sont aussi à la mesure du reniement de liberté que l'on va imposer aux classes les moins aisées. Ou alors il faut qu'on prenne, pardon de vous interrompre, mais qu'on prenne, c'est un peu ce que disait Frédéric Danry tout à l'heure, qu'on prenne conscience que finalement on n'a peut-être pas besoin d'avoir une voiture à soi, de posséder une grosse voiture pour partir en week-end ou pour partir en vacances. Ceci a déjà été dit au début des années 70, Denis Meadows, Halte à la croissance, etc. L'écologie politique profonde qui se fonde dans ces périodes-là remet en question le modèle de la voiture. On est 60 ans après, il n'a fait que croître et embellir. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut, quoi. C'est ce que vous nous dites. C'est ce que il y a une aspiration profonde. Non, mais attention, parce que c'est très sérieux l'individualisme, c'est très sérieux la liberté individuelle. On va là quand même devant des sociétés qui de plus en plus tracent, de plus en plus limitent et de plus en plus s'orientent vers le low cost. Alors j'entends bien qu'il y a un renouvellement de génération. C'est plus facile de faire accepter à une génération qui n'a pas connu autre chose les restrictions. Mais attention, l'alcool fort a un goût, l'automobilisme ancien avait un goût, tout ceci est en train de passer. On peut le regretter à certains égards, même s'il faisait des progrès. Parce que j'entends l'intimidation écologique sur les morts prématurées par l'air vicié. C'est parfaitement pas entendu. De l'intimidation, c'est factuel. Ce qui est factuel également, c'est la réduction des nuisances automobiles. Ce qui est factuel également, et c'est tout à fait factuel, vous avez raison, ce qui est factuel également, c'est l'amélioration du système automobile, par exemple, sur les morts violentes par accident de la route. On est passé de 18 000 à 3 000. Donc il y a des marges de manœuvre, il y a des marges d'amélioration de ce système, il y a des marges de civilisation de l'automobilisme. Et ça exige beaucoup de responsabilités collectives. Alors, je voudrais vous entendre, Daniel Attias, sur justement la question, vous l'avez abordée, la question de génération. Oui. Est-ce que la nouvelle génération est moins, je ne sais pas quel terme employer, mais accro à l'automobile que finalement la nôtre? Ah oui, moi j'en suis convaincue. Alors, peut-être, évidemment, je ne vais pas réduire le spectre générationnel à simplement des étudiants, des grandes écoles, etc. Bon, je ne voudrais pas, parce que ce serait un peu... Bon, surtout pas, non, c'est vrai. Mais quand même, il y a une génération qui émerge. D'abord, qui a une conscience écologique incroyable. La question climatique est une question centrale pour eux. Et qui ont grandi parfois dans des grands centres urbains où ils n'ont même pas de nécessité de voiture. Moi, je vais vous dire, j'avais une chaire de recherche chez Peugeot pendant 10 ans. Le patron de Peugeot à l'époque me disait, vous allez pouvoir m'expliquer comment mes 2 garçons, c'était le patron de Peugeot, n'ont jamais passé leur permis. Bon, d'accord. Alors moi je disais, écoutez, c'est une autre génération, etc. Mais une fois qu'on a dit une autre génération, je peux vous dire quand même qu'il y a un exemple qui est très intéressant. Moi j'enseigne à Pékin, à Centrale Pékin. Eh bien, les jeunes sont tous en électrique. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, oui, mais parce que la Chine est passée... ils étaient en retard sur la voiture thermique, donc ils ont basculé à l'électrique. Ça, c'est vrai aussi. Mais alors, la progression, elle est intéressante. Ils commencent par le vélo électrique, ensuite le scooter électrique. Puis quand ils commencent à s'installer avec une famille, avec 1, 2 enfants, naturellement, ils achètent une voiture. Ils vont l'acheter électrique. Ils ont connu que ça. Alors vous allez me dire, c'est un peu particulier, c'est un peu spécifique. Mais on va trouver aussi en France, en Europe, des gens qui ont aussi ce réflexe-là, parce que c'est un réflexe écologique. Et que du coup, la voiture, l'usage, la propriété en tant que telle, je pense quand même qu'elle est remise en partie en question. Je pense. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres. Daniel Attias, La révolution de l'automobile vers un nouveau paradigme de l'électromobilité, publié chez Springer. Mathieu Flonneau, votre livre c'est En tous sens, circuler, partager, sécuriser, une histoire des équipements de la route aux éditions Loubatière. Puis je signale cette exposition Permis de conduire au musée des arts et métiers qui vient de démarrer, qui est là pour plusieurs semaines et dont vous m'avez signalé l'ouverture et qui a l'air passionnante. Frédéric Danry, votre livre Rencontre avec des écolos remarquables chez Delachaux et Niestlé. À très bientôt sur ce plateau. Merci encore.